Salut tout le monde, je suis super heureux de vous accueillir pour ce premier épisode de la saison 2 de Vista Podcast, le podcast qui met en avant les talents de l'impact positif et vous nous aviez manqué. Ce podcast est enregistré en live sur YouTube, Instagram et LinkedIn et édité par Gaia Connect, le plus grand collectif de mentors dans l'impact. Nous sommes plus de 250 bénévoles et nous accompagnons des talents dans leur transition vers des jobs à impact positif. Petite nouveauté, cette saison, on a posté les replays de la saison 1 sur Deezer et Spotify. Donc, vous pouvez maintenant nous suivre en podcast sur ces plateformes. Et cet épisode sera bien sûr ajouté dans la foulée. Si tu te poses des questions sur le sens de ton travail ou que tu sois déjà dans une démarche de recherche, viens échanger avec nous sur gaiaconnect.co. On va trouver les meilleurs mentors adaptés à tes besoins qui t'apporteront des réponses et t'ouvriront leur réseau. Aujourd'hui, alors nous devions accueillir Julien, qui est cofondateur de Slasher Cueilleur, mais dans la nuit, on a reçu un petit message nous disant qu'il partait à la maternité pour un heureux événement. Alors, pas de souci, on va recevoir Lola, qui est cofondatrice de Slasher Cueilleur et que je vais accueillir tout de suite. Bonjour, Salut Lola, comment ça va? enchantée. Mais très bien, très Bah, bien. de même, Et bienvenue je dans pense Vista que Julien Podcast. me me rendra ça. Bah Je alors, moi la première aussi. question que j'ai pour toi, comment va bébé? Est-ce qu'il y a des nouvelles? Et bah, oui, je viens de recevoir une photo et toute Trop la bien. petite famille va bien. Donc on est très content d'accueillir le premier bébé slasher, de l'équipe Ah, trop et chouette. Bah, on les félicite, évidemment. Et puis, bah, au final, moi, je suis très content de te recevoir aussi, tu vois, sur le podcast. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on aille, bah, un petit peu gratter sur ton parcours et puis comprendre un petit peu, déjà, ma première question, c'est ce qu'est Slasher Cueilleur. Et alors moi, j'ai ma grand-mère qui regarde les replays, enfin qui les écoute, qui va les écouter peut-être maintenant sur Deezer. Est-ce que tu pourrais lui expliquer ce qu'est Slasher Cueilleur? oui, 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 oui. Alors, on va essayer de le faire simple. En gros, Slasher Cueilleur, c'est né d'une envie de répondre à 2 enjeux qui sont le revers d'une même médaille. En gros, il y a un enjeu de renouvellement des générations agricoles. On estime que, plus des 2 tiers des agriculteurs en place partent à la retraite d'ici 2030 et que la moitié ne sera pas remplacée. Donc il y a un réel besoin de nouveaux viviers d'agriculteurs. Et en parallèle, on rencontre beaucoup de enfin, on fait face à une sorte de quête de sens en entreprise, un besoin d'impact, d'agir au quotidien et donc l'objectif de Slasher Cueilleur, c'est de permettre de mettre en avant la double activité à vocation agricole et donc c'est d'inspirer une nouvelle génération de personnes à oser se lancer dans le monde agricole en parlant de double activité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a les profils qu'on met en avant, c'est des personnes qui vont être à la fois, heu, avec un pied dans le tertiaire et un pied dans le monde agricole. On a par exemple un banquier maraîcher, une journaliste scientifique, qui est productrice de pommes, on va avoir, une éleveuse de poules le matin qui va rédiger, des articles SEO l'après-midi. Voilà, c'est Trop chouette. présenter ses profils et ensuite, accompagner les personnes qui veulent se lancer à le faire via des formations. Des cols blancs en bottes. Et ben, en f des des personnes du tertiaire, col blanc Ouais, ou autre. ou autre. Bon, bah, trop chouette. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le détail, bah, de l'activité de Slasher Cueilleur, bah, on va s'intéresser un petit peu à toi parce que c'est un parcours que toi, tu as également suivi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, bah, justement, d'où tu viens, de ce que tu faisais avant, et puis, ben, ce qui t'a amené enfin, petit à petit à te lancer sur une activité agricole? OK. Hem, En fait, donc moi, j'ai fait des études dans la communication. Il y a, heu, j'ai travaillé, je pense, un peu moins de 10 ans dans la communication et quand mon quotidien était un petit peu trop, lié au greenwashing, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ça et donc je me suis tournée vers, des projets qui étaient plus porteurs de sens pour moi et je me suis retrouvée donc à travailler avec des assos autour de la transition écologique. Et de fil en aiguille, en accompagnant des personnes à transitionner, j'ai eu envie moi aussi d'y aller. Et au départ,
part, je me suis tournée vers l'agriculture urbaine et c'est comme ça que j'ai décidé de passer un diplôme agricole qui s'appelle un BPREA, qui était tourné autour de l'agriculture urbaine, qui était à Paris et qui me permettait une sorte de transition douce. Mais en fait, dès le premier jour, dans cette formation, j'ai découvert les enjeux agricoles et j'ai tout de suite compris que, là où j'avais envie d'être et là où j'avais envie d'avoir ma place, c'était dans le monde rural et c'était de rejoindre des fermes, en place à monter des projets agroécologiques, heu et avoir un impact à plus grande échelle. Et donc j'ai fait 2 ans de salariat agricole, dans une ferme, dans le Loiret. Après ces 2 ans de salariat, j'ai monté un projet avec une amie sur une surface d'1 hectare, heu, où on était toutes les 2 à temps partiel. Elle était ouvrière agricole dans une autre ferme et moi à ce moment-là, j'ai monté slasher-cueilleur et puis, Heu et là maintenant, bah, j'attends un enfant et donc le projet agricole est un peu en stand-by, mais ça reprendra forme d'ici peu. Waouh! Bah, écoute, hyper intéressant. Si je reviens un peu sur enfin, sur la genèse un petit peu de ce switch, enfin cette transition. Donc tu me disais que tu faisais de la com, tu étais en région parisienne, c'est ça? Ouais, au départ OK. à Lyon, puis après à Paris et j'ai travaillé pour, plein d'agences de com, pour beaucoup de structures, de j'ai travaillé dans le branding, j'ai travaillé dans la communication digitale. Hem, j'ai bossé dans l'événementiel, j'ai bossé pour de grandes marques et c'était hyper passionnant et très riche. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais besoin de concret et de plus en plus sensible aux enjeux écologiques, je me sentais plus du tout alignée dans mon quotidien et il y avait une dissonance cognitive beaucoup trop forte qui m'a poussée donc à rejoindre des projets associatifs, et des projets dans la transition écologique. Je me suis retrouvée être en charge d'une asso, qui s'appelle Edeni. Enfin, je gérais la partie collective d'Edeni, hem et c'était On connaît génial bien, on est aussi. partenaires. Bah, oui, j'ai vu qu'il y avait le logo et mais j'avais besoin encore plus Ouais. et besoin aussi de me former, de montrer que j'étais capable, il y avait une envie aussi de bouger. De Mmh. plus être, juste, derrière l'écran et c'est vrai que là, bah, être à la ferme, pour moi, c'était très important. Bah, en fait, la marche est assez haute. Ça a été quoi un petit peu le process quand, tu es dans ton job en marketing et tu te dis: «Bah, tiens, je vais aller passer un BPREA», je crois que tu as dit tout à l'heure, un diplôme en tout cas en agriculture. Pourquoi avoir choisi cette voie-là? Parce que finalement, il y en a d'autres. Est-ce que tu as grandi à la ferme? Est-ce que tu avais plutôt une appétence pour le rural? Comment ça t'est venu cette graine-là? Comment est-ce qu'elle s'est plantée en toi? Hem, alors, moi, je suis vraiment une urbaine, non issue du milieu agricole. J'ai pas de grands-parents dans le monde agricole, j'ai pas de parents dans le monde agricole, et j'ai découvert, l'agriculture par des enjeux écologiques. Hem et j'ai commencé au départ par des lectures assez simples autour de la permaculture, autour de, de l'agriculture urbaine, de faire sa part, hem et puis vraiment très, très vite, j'ai vraiment eu envie de passer à une échelle supérieure quoi et de monter des projets sur plus d'hectares, et et puis aussi, j'avais vraiment besoin de recréer du vivant dans des zones où il y en avait pas obligatoirement. Là, le projet dans lequel j'ai été, embauchée en tant qu'ouvrière agricole pendant 2 ans, on est dans le Loiret, dans une zone où il y a peu d'activités, peu de maillage associatif et le projet agroécologique qui a été monté là-bas, dans cette ferme, il est incroyable. Il y a vraiment genre, heu, il y a une infinité de sujets qui sont traités, de la production de pain, de céréales, de petits fruits, d'aromatiques, de légumes.
et tout ça sur une même surface, alors que dans le territoire, il y a peu d'autres exemples comme celui-ci et ça, pouvoir faire partie de ce genre de projet, c'était hyper intéressant. Alors j'allais te demander comment tu t'étais retrouvé dans le Loiret, des marais au Loiret. Mais bon, tu y as répondu finalement, c'est, j'imagine, avec cette activité d'ouvrière agricole. Est-ce que toi, ce temps que tu as passé là-bas, je crois 2 ans, tu m'as dit, ça a été un peu le temps dans lequel tu as un peu testé l'eau pour valider les aspirations que tu avais, de voir si c'était fait pour toi? Oui, totalement. Je me suis retrouvée donc en tant qu'ouvrière agricole au départ à plein temps, puis après à temps partiel pour pouvoir, m'essayer à d'autres ateliers, découvrir d'autres régions. Et quand je parle d'atelier, en fait, c'est, une activité de la ferme. Donc ça peut être, Mmh. l'atelier pain, comme ça peut être l'atelier transformation où là on fait des confitures ou voilà. Et donc j'ai pu m'essayer à plusieurs choses et mais en fait, plus je réduisais mon temps de travail dans la structure, moins je me sentais légitime à dire que j'étais agricultrice. Jusqu'à ce que, en fait, je rencontre, Julien et Nicolas et qu'on monte Slasher Cueilleur et qu'on se rende compte que, il y avait des personnes qui avaient des projets agricoles, qui étaient porteurs de sens et qui se faisaient sur des temps partiels. Et donc ils arrivaient à cumuler, au quotidien 2 activités et c'est vrai que c'était quelque chose avec lequel j'étais pas 100 à l'aise au départ et là, bah, de monter Slasher Cueilleur, ça m'a permis, moi, d'y voir plus clair et de, par la suite, monter avec une amie un projet agricole à temps partiel sur une ferme qui a été calibrée à notre échelle. Alors justement, bah, on y vient à Slasher Cueilleur. Bah, déjà, c'est quoi l'histoire de votre rencontre avec Julien et Nicolas, qui sont les deux autres cofondateurs? Alors Julien et Nicolas, je les ai rencontrés dans un événement qui s'appelle un co-living où en fait, pendant une semaine, ils se sont retrouvés à parler de sujets autour du monde agricole et de l'agroécologie. Et moi, un peu par hasard, je me suis retrouvée à cuisiner, là-bas avec, bah, avec cette amie à qui on a monté la structure. Heu et ils ont voulu parler de temps partiel agricole et je me suis dit: «Ah tiens, ça me parle». Il s'avère que je connaissais déjà Julien puisqu'il avait fait un stage dans la ferme où j'étais avant, et que j'avais croisé, je pense 5 années auparavant, Nicolas dans le cadre de mon autre projet associatif et donc je me suis dit: «Ah, bon, bah, on va essayer d'échanger avec eux» et et donc ça s'est fait hyper naturellement. Eux, ils ont commencé à parler de double activité. À partir de là, on a cherché sur LinkedIn, des personnes qui pouvaient être, double actives et pour pouvoir commencer à rédiger des portraits de ces personnes, qui hybridaient leur quotidien et de là, on a vu qu'il y avait autant de slash agricoles que de personnes qu'on rencontrait et donc on s'est dit: «Allez, on y va, on fonce, on monte ce projet, il faut mettre en avant ces personnes-là, il faut inspirer». On avait chacune une envie de faire venir des gens dans des fermes ou de s'investir dans des fermes et et là, ça nous a vraiment, vraiment donné cette envie de travailler ensemble et de monter ce projet à 3. Trop bien. Et Voilà. donc, si je comprends bien, donc aujourd'hui, Slasher, c'est un cueilleur, c'est vous accompagnez des personnes déjà pour tester si c'est bien pour eux, si ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont imaginé, bah, c'est de la réalité du terrain, et également justement d'avoir cette double activité. Et c'est plutôt du conseil. Comment est-ce que tu définirais un petit peu l'accompagnement? En fait, slasher cueilleur, c'est on va dire qu'on a 3 piliers. On a d'abord un volet inspirationnel, qui est notre média, où on Ouais. présente donc, les portraits des personnes qui sont pluriactives et donc les portraits de nos slasher cueilleurs. On a à peu près, presque 80 profils maintenant en France, en Suisse, en Belgique, même en Suède et donc on voit que c'est quelque chose qui est, bah, commun à plein de pays et que ça se développe de plus en plus. Donc en plus de ces portraits-là, on a également des contenus de fond qui permettent, de répondre aux questions de base, donc comment, se lancer dans un projet à temps partiel, comment négocier son temps partiel avec son employeur, hem
ou quelles sont les formations que je peux suivre à distance, ou le soir quand je continue à travailler. Ouais. Donc ça, c'est le 1er volet. Le deuxième volet, c'est la partie, formation et accompagnement coaching où en gros, on a une formation de 2 jours qui permet, aux personnes qui voudraient monter leur projet de double actif de le faire et ils ont toutes les billes pendant ces 2 jours pour se lancer, que ce soit tant d'un point de vue, juridique que social, qu'une compréhension de l'écosystème dans lequel ils peuvent s'intégrer, une gestion de leur, planning, des enjeux, de la charge mentale que ça implique. L'idée, c'est pas d'édulcorer le monde agricole et Ouais. de dire que c'est OK, c'est simple de se lancer, clairement pas et il y a beaucoup d'échecs, sur, ces doubles activités. L'idée, c'est de se dire genre: «On va essayer de pérenniser votre projet, de le rendre stable, viable, financièrement et de faire en sorte que vous puissiez avoir vos 2 activités qui se cumulent bien et qui matchent bien ensemble». Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui, par exemple, travaille dans l'événementiel et son gros pic de l'année, c'est en août et que l'événement qu'elle a organisé, ça lui prend 2 mois. Donc ça veut dire que de juin à septembre, enfin de juin à août, elle est remplie, remplie, remplie. Clairement, même si c'est le maraîchage qui l'intéresse et que c'est la production de légumes qui l'intéresse, faut pas aller là-bas. Faut voir un autre atelier parce que, c'est une période de pic pour, la production de légumes et c'est une Ouais. période très, très intense, où on a besoin d'être davantage présent à la ferme. Et mettons, allez, dans mon cas personnel, j'ai envie de me lancer. Mais attends et le troisième Ah pilier, pardon, c'est la excuse-moi, plateforme. excuse Non, non, t'inquiète, t'inquiète et le troisième pilier, c'est, la formation. ouais, Pardon, la formation, c'est le développement d'une plateforme d'emploi oui, pour concrétiser en fait, ces recherches de job à temps partiel et permettre donc à chacun, chacune de trouver sa ferme idéale, quoi. Ou possiblement l'espace dans lequel il pourra monter son projet de micro-association, donc c'est-à-dire une association sur une ferme existante, donc une mutualisation de l'espace, une mutualisation du matériel déjà investi et de pouvoir se lancer, de manière un peu plus stable sur, son projet agricole. ah bah, ça complète bien la question que j'allais poser. Tu vois, nous, on est en région bordelaise, mettons que j'ai envie de me lancer à faire du vin. Donc j'ai pas besoin de me dire: «Bah, tiens, il faut que j'achète un château et des vignes, avant de me lancer». Je peux très bien, être engagé comme saisonnier, mettons, au départ, pour débuter ou, avoir une petite parcelle, partagée avec d'autres, c'est ça? Eh ben, très clairement, tout dépend un peu du niveau que tu as et aussi du niveau de charge mentale que tu as envie de placer dans le projet agricole. Hem, Si tu as envie de gérer un projet agricole, par toi-même, l'idée effectivement, c'est d'abord de se confronter au projet existant et donc d'aller se former, soit par le salariat, soit par des stages, soit tout simplement par du woofing. Hem Donc ça, c'est déjà un peu ça permet de mûrir son projet et de savoir où est-ce qu'on veut se positionner, comment on se projette et puis surtout, est-ce que les missions, du quotidien, elles nous plaisent? Hem Et après, on a, l'exemple de Julien, par exemple, donc qui est cidriculteur où, ça lui prend 20 de son année et c'est-à-dire qu'il est un peu il se dit, incubé dans une, ferme, qui, fait aussi du cidre. Lui, en fait, il a son verger, il est présent sur les périodes heu, de récolte, des pommes. Ensuite, il gère, sa presse, il gère sa cuvée, mais il a pas besoin d'être là au quotidien, sur l'exploitation. Donc lui est micro-associé sur ce projet agricole. Et donc ça veut dire que si toi tu as envie de te lancer dans un projet, les questions que tu dois te poser, c'est quelle est la temporalité, quel est le temps dispo que j'ai dans l'année sur ce projet agricole? Heu, Où est-ce que je veux le faire? Heu et comment je veux le faire? Quelle est la charge mentale que je vais avoir? Hem, voilà, Ouais. Et alors nous, on est assez proche de Fèves.
ferme en ville, Ouais. qui sont à Bordeaux. Et la dernière fois, on avait discuté un petit peu des contraintes. Justement, tu parlais de renouvellement de génération et qu'une des contraintes, c'était justement, alors pas forcément l'achat de matériel, qui est quand même une charge financière, mais c'était plutôt la partie foncière, c'est-à-dire les terres, etc. Comment est-ce que les agriculteurs que vous accompagnez, justement, gèrent ces problématiques? Par exemple, l'accès du matériel. Alors, les terres, j'imagine qu'il y a une location qui doit être faite sur la ferme. Attends, tu peux repréciser ta question, pardon? Alors, toi, par exemple, tu es maraîchère. Ouais. La terre que tu exploites, c'est pas un lopin que tu as acheté, par exemple? Non, nous, on est en location. Ouais, c'est ça, OK. On a un particulier qui nous a mis en location un espace. Hem Et donc on a, 1 hectare qui nous est mis à notre disposition. Il y a d'autres personnes qui vont, faire une logique de comodat. Donc un comodat, c'est quand, il y a pas de loyer en échange. OK. Donc la terre est mise à sa disposition, mais il y a pas de loyer. Il y a d'autres personnes qui vont passer par, les collectivités, territoriales et avoir, donc une sorte de, un bail, rural de 9 ans ou plus long. Heu et puis, heu et puis après s'il y a une logique d'association avec, d'autres personnes qui, elles, sont à temps plein, il y a aussi des personnes qui se retrouvent à acheter ou à hériter de parcelles de cédants ou de là, par exemple, on a l'exemple en Suisse de Marc Schottems, qui reprend la ferme de ses parents et donc ils sont propriétaires, terriens. Voilà. OK. Mais ils sont tous à temps partiel sur leur projet. Sur leur projet. Et peut-être la dernière question autour de Slasher Core, comment est-ce que vous financez tout ça? Alors on finance le projet par, enfin donc on est une association. Ouais. On finance le projet par des réponses à appel à projets, par des subventions, de différents, niveaux, que ce soit région, État, Europe ou autre et on a aussi, envie de déployer une logique de mécénat d'entreprise, Mmh. heu pour pouvoir, en fait, faire en sorte que tous les services qu'on propose soient le plus accessibles possible et possiblement le plus gratuit possible. C'est-à-dire que, si un agriculteur ou une agricultrice est à la recherche de profils pour compléter son équipe, que ce soit en association ou que ce soit en salariat, hem, l'idée, c'est de faire en sorte que cet agriculteur, il ait pas à payer pour, rechercher quelqu'un. Et au même titre que la personne qui cherche un emploi n'est pas à payer pour ça et donc là, toute la stratégie, c'est de chercher des subventions pour, que ce soit le plus gratuit possible. OK. Alors, j'ai une question qui m'est venue, parce que là, on va commencer à aborder un petit peu, moi, j'aimerais bien avoir l'envers du décor aussi. Parce que toi, tu as été dans cette démarche et puis d'avoir un petit peu ton feedback, maintenant, enfin, tu es toujours même dans cette démarche. Hem, la 1re question qui me vient, c'est est-ce qu'on est obligé de quitter Paris, de s'installer dans le Loiret ou ailleurs, pour avoir cette double activité? Heu, n non, 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 en fait, si, hem, en fait, il existe des fermes qui sont très facilement accessibles depuis les grandes zones urbaines, Ouais. en train ou, en RER, en vélo, voilà. Donc il existe des fermes qui sont à 30 minutes, 1 heure de là où on habite. Il y a des personnes qui font ce trajet au quotidien. Il y en a d'autres, comme, Mathieu, par exemple, qui, s'organisent de telle manière à passer 3 jours sur leur ferme et le reste du temps à Paris. OK. Hem, il y a, il y en a d'autres qui essayent de faire, oui, voilà, de dormir une journée à la ferme et le reste du temps dans leur ville et il y en a d'autres qui ont déménagé, mais par envie et parce qu'ils avaient besoin de se rapprocher et puis il s'avère qu'il y a aussi parfois un besoin d'être proche, des fermes. Si, la personne n'a pas d'associé ou si elle a personne sur la ferme, clairement l'ouverture des serres, l'arrosage, c'est des choses qui sont à faire au quotidien et le plus on est loin, le moins c'est simple à gérer, quoi.
Bah, justement sur cet aspect-là, quand on a préparé l'émission avec, Julien, il nous disait que ce qui avait été, potentiellement le plus dur pour lui, c'était pas la pénibilité, du travail forcément, puisqu'il s'y attendait, mais c'était plus le côté, aliénant, des aléas qui peuvent arriver et tu peux rien y faire et tu es obligé de tout lâcher à l'instant T pour, potentiellement il nous avait dit qu'il y a quelques semaines, il a perdu sa clim, là où il a ses, alors j'allais dire cubis, non pas des cubis, ses citernes de cidre et que là il est obligé d'y aller, tout de suite et de tout lâcher, sinon il perd, toute sa récolte, en quelques heures. C'est quoi pour toi enfin, dans ton parcours, c'est quoi la plus grosse pénibilité, ou en tout cas la chose à laquelle tu t'attendais le moins, c'est que tu as découvert sur le tas? Hem, là, je dirais, heu, qu'est-ce qui était le plus dur? Ou des sacrifices, tu vois, que tu t'attendais pas à faire Hem, autant? je crois que c'est peut-être, l'humain. Heu, OK, l'humain, ça a été finalement, je crois, le plus dur. Hem, comprendre qu'on est un peu moins malin et un peu moins, efficace quand il fait 50°, donc en raison des enjeux climatiques, on est un peu plus à cran ouais. et comprendre en fait que le projet agricole n'est pas obligatoirement idyllique, c'est quelque chose qui a pu être, je pense, le plus, possiblement le plus complexe pour moi. Je crois que le plus intéressant, ça a été, pour moi, je crois que ça a été la position d'apprenant constant. Se rendre compte qu'en étant non issue du milieu agricole, j'avais 20-30 saisons de retard comparé à une personne qui venait du monde agricole et que j'avais donc du travail, sur la planche pour rattraper cet écart. Hem Et des échanges que j'ai avec les agriculteurs qui sont en place depuis des années, les saisons actuelles sont les plus complexes qu'ils ont connues. Ouais. Et donc c'est vrai que les enjeux climatiques sont excessivement forts. Là, hier, par exemple, il y avait une gelée, et la température d'aujourd'hui revient totalement normale. Donc ça veut dire que c'est un travail d'anticipation qui est de plus en plus complexe et c'est vrai que gérer ça à distance, c'est compliqué. Gérer ça sans en avoir bien parlé avec ses collaborateurs de la ferme, c'est compliqué. Et donc je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir l'espace d'échange nécessaire pour faire comprendre, soit côté tertiaire, les urgences agricoles et donc dire que, bah, finalement, j'avais prévu d'être là, mais désolé, ça va être complexe, voilà. Avoir un peu plus de flexibilité. Ouais. Au même titre que, côté agricole, dire: «Bon, bah, là, je suis vraiment prise sur ce sujet. Comme je te l'avais dit il y a quelques mois, je ne peux pas être présente, même si l'enjeu agricole est présent». Et justement sur l'humain, j'y pensais tout à l'heure. Moi, j'ai grandi à la campagne, OK. et les grands-parents se disaient pas agriculteurs, ils se disaient paysans et il y avait, une certaine fierté, tu vois, derrière. Tout à l'heure, toi, tu parlais: «Je suis agricultrice», qui est pas la même sémantique tout à fait, parce que tu as un côté plus professionnel là-dedans, un peu peut-être moins mode de vie, en tout cas dans la sémantique qui va être derrière. Hem Comment est-ce que ces 2 mondes cohabitent? Parce que j'imagine que tu côtoies, des personnes qui sont, issues de familles de génération en génération d'agriculteurs. Est-ce que la cohabitation, elle se passe bien? Est-ce que potentiellement il y a des tensions et vous êtes peut-être un peu vus, au départ, avec un peu d'incrédulité? C'est quoi la réalité, que tu connais? Hem, il y a possiblement des incompréhensions, possiblement des visions, qui sont pas obligatoirement communes. OK. Heu et en même temps, si la valeur travail est mise en avant par, les non issus du monde agricole ou les nouveaux installés et cetera, je pense que logiquement ça se passe bien. En fait, il y a beaucoup d'entraide dans le monde agricole, ce qui est assez, remarquable et ce qui est hyper agréable. Nous, par exemple, on a eu la venue d'un agriculteur on est en bio, mais on a eu la venue Ouais. d'un agriculteur conventionnel qui nous a aidés à, travailler le sol.
avec, un tracteur que nous, on n'a pas à notre dispo. Et donc, on fait partie du même territoire, on fait partie du même pays. Moi, je peux pas me dire paysanne. En tout cas, je me ressens pas le besoin de le dire parce que pour l'instant, je suis pas associée déjà à un pays. J'ai l'impression que mon projet, il est encore très mouvant et que je peux bouger et puis j'aurais un peu l'impression de m'approprier un vocabulaire qui est pas le mien, enfin, comme si j'avais déjà pris un terrain à quelqu'un, un agriculteur qui était paysan, qui était de ce pays et puis là, je lui prenais en plus son nom. Je je suis pas je suis pas vraiment pour ça, Et voilà. tu penses que, je sais pas, dans 20 ans, mettons, tu pourras te sentir légitime là-dessus? Ou est-ce que tu penses que, bah, non, c'est pas quelque chose que tu ressentiras un jour? Bah, j'espère, on a rencontré un agriculteur la dernière fois qui a dit qu'agriculteur, c'était, avoir un bac+20, parce qu'on est en constant apprentissage Ouais. et heu et je crois que c'est quelque chose que je partage et que j'ai vraiment envie de continuer en faisant ce métier. J'ai aucune journée qui est identique. Chaque nouveau problème rencontré à la ferme, est un nouveau problème. Enfin, hem, c'est un nouveau ravageur, c'est une nouvelle gestion, de l'irrigation, une nouvelle couleur sur mes fleurs et je me dis: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Enfin, Ouais. c'est tout est nouveau et mais c'est normal, j'ai très peu de recul, j'ai que 4 ans de recul dans ce milieu-là. Et quand tu disais: «Toutes mes journées sont pas les mêmes», parce que je veux bien, imaginer, quand tu accompagnes, tu vois, des personnes qui veulent se lancer justement dans cette double activité, hem, comment est-ce qu'eux arrivent à s'organiser, elles et eux arrivent à s'organiser justement pour avoir, ben, tout à l'heure, tu parlais de temps partiel, en entreprise ou mettons, même je suis un consultant indépendant, je fais je sais pas, de l'UX design ou du marketing en tant que consultant pour des boîtes. J'ai quand même des contraintes, heu, liées à mon activité. Comment est-ce qu'ils arrivent à jongler pour pouvoir respecter et les contraintes, de ce métier-là, et qui sont des contraintes, on va dire, plus pro et celles qui vont être, bah, des aléas, climatiques, et cetera. Tu vois, la saisonnalité, c'est quelque chose qu'on peut anticiper, ce que tu disais tout à l'heure, il y a des zones de forte activité. Mais pour gérer les aléas, comment est-ce qu'ils s'organisent justement pour pouvoir, bah, un peu respecter les 2 quoi? Avoir cette balance? Hem, je crois que la plupart d'entre eux, réussissent à s'en sortir, soit parce qu'ils sont freelance côté tertiaire et donc ils savent qu'ils peuvent pas s'engager sur une période de l'année. Ouais, Ils savent que, hem, en fait, ils apprennent de leur saison, ils apprennent que, finalement, ils ont besoin d'être, à la ferme, jusqu'au mois de novembre parce qu'il y a la fin des cultures et que ça prend du temps et donc finalement, ils avaient pensé commencer à retravailler dans le monde tertiaire à partir d'octobre. Bon, bah, l'année prochaine, ce sera plutôt novembre pour pas avoir à justement gérer les 2 et avoir, des problèmes de planning. Je crois qu'ils s'en sortent aussi beaucoup s'ils sont salariés par la force du collectif. ouais, Heu, Ils s'en sortent également beaucoup parce qu'ils ont mis en place des outils, de passation d'infos qui font que, il y a pas de rétention d'infos et qu'il y a une gestion, du quotidien qui est plus simple. Ça peut être digitalisé comme ça peut être écrit, mais en tout cas, ils arrivent à se à faire en sorte qu'il y ait que tout soit partagé et puis après, il y en a qui acceptent aussi les aléas. Et mmh. puis, ils savent que, bah, le temps imparti est là, qu'ils ne peuvent passer que 2 jours par semaine sur la ferme et donc il y aura des erreurs et c'est pas grave et en fait, ça veut dire qu'ils doivent communiquer après auprès de leurs clients en disant: «Bah, là, je n'ai pas pu vous produire ça parce que ta 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 ta» et et ça s'entend. Et est-ce que tu dirais que pour bien se préparer, avant de se mettre dans cette démarche-là, il faut obligatoirement passer par une étape de formation comme toi tu l'as faite ou pas forcément? Je je pense que la formation, en tout cas technique, permet de gagner du temps pour une meilleure compréhension du terrain.
Elle permet aussi de se faire un réseau si elle est en présentiel, donc d'avoir un réseau d'une vingtaine de personnes avec lesquelles on pourra échanger et se partager des conseils par la suite ou visiter des exploitations par la suite. Hem, je pense que la formation, elle peut prendre différentes formes et que ce qui est vraiment très important, c'est d'abord de sonder les structures existantes et d'aller se tester. Je pense que Mmh. se tester, c'est le plus important et que ça peut être, des week-ends, des vacances, en woofing, ça peut être, des stages, via Pôle emploi, via, les ateliers ICAR, via ça peut prendre vraiment plein de formes. Ouais. Ce qui est bien dans la formation, c'est qu'il y a quand même 3 mois à minima qui sont réservés à la découverte de ferme. Et OK, donc sur le ça terrain. permet de mieux d'être sur le terrain et ça permet de découvrir les gestes techniques, de découvrir, comment on gère, sous la pluie et est-ce que ça va? On est OK, on aime bien être les pieds dans la boue ou est-ce qu'en fait on supporte pas ça et on a froid aux mains et aux pieds et voilà. Hem, est-ce que, la gestion de la charge mentale, ça nous paraît OK? Est-ce qu'être confronté aux enjeux financiers des fermes, ça nous paraît, jouable? Hem, est-ce qu'on s'y projette en famille? Est-ce que nos enfants, on voudrait les mettre là-dedans? Est-ce que enfin, donc clairement oui, s'essayer reste le plus important. Je pense qu'une personne qui se lancerait parce qu'on lui a mis à disposition un terrain et elle a juste lu des livres sur, comment devenir jardinier maraîcher, c'est possiblement, un peu risqué. Mmh. Voilà. Est-ce que, tu dis, bah, parce que nous, on accompagne pas mal de gens justement, bah, qui sont dans ce, en tout cas dans ce questionnement de, mais j'ai envie de tout lâcher et vraiment de, voilà, vivre à la campagne et de plein de choses super cool. Et souvent le premier questionnement qui revient, c'est, le salaire. Heu, bah, souvent, on a des personnes qui ont une famille derrière et tu dis: «Bah, tiens, j'emmène tout le monde avec moi. Si je pars au tas, j'emmène tout le monde au tas». Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, en tout cas, sur la partie, tout à l'heure, tu le disais, moi, j'ai que 4 ans d'expérience. J'apprends, tu vois, c'est comme si je lisais dans une voiture qui bouge. J'apprenais en lisant un livre dans une voiture qui bouge parce que les aléas climatiques font que, les certitudes que j'avais, sont plus forcément les mêmes l'année d'après. Hem Et que, bah, potentiellement, tu peux faire une année de récolte avec, 0. Hem, quel conseil tu donnerais financièrement avant de se lancer là-dedans? Est-ce qu'il faut se faire un petit matelas, de sécurité ou est-ce qu'il existe, tu vois, potentiellement des moyens qui permettent de se mettre à l'abri, en tout cas sur cette partie de l'activité? Hem, s il y a plusieurs pistes de réponse. Avoir un matelas de sécurité, ça peut être évidemment un gros plus, mais tout le monde ne peut pas avoir ça, donc j'empêcherai pas les gens qui ont pas ce matelas de se lancer. Hem, je pense que s'ils veulent hybrider leur quotidien, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un travail à temps partiel tertiaire en premier pour avoir cette, rentrée d'argent plus sûre et pouvoir se former à côté. Hem et puis, je pense qu'aussi une réflexion autour du salariat agricole est quelque chose de très intéressant. C'est un SMIC, tandis que, quand on se lance par exemple en maraîchage, on peut espérer se tirer un SMIC au bout de 4 à 6 ans, en tant qu'exploitant agricole. Ouais. Donc avoir une rentrée d'argent à ce moment-là, ça peut être intéressant, mais et se former auprès d'agriculteurs déjà en place via le salariat, ça l'est d'autant plus. Ouais. C'est vrai qu'on voit peu d'agriculteurs en Ferrari, avec un cigare au bec, donc effectivement, on le sait que financièrement, c'est pas la même chose que dans le Si, dans que l'amour et dans le dans le pré. tertiaire, mais il faut, ah bon? J'ai pas Mmh. vu cette saison-là. OK. Bon, bah, peut-être. OK, bah, alors là, on a parlé de tout ce qui pouvait aller mal, tu vois? On a passé un peu le petit quart d'heure anxiogène. Hem, qu'est-ce qui, toi, en fait, quelles ont été tes bonnes surprises et où est-ce que tu kiffes, en fait, tout simplement? Hem, ce que j'a la dernière fois, j'en parlais avec un ami et on s'est rendu compte que ce qu'on aimait, c'était avoir les pieds dans la boue. Enfin, il y a vraiment un truc un peu enfantin, «Ah, on c'est galère, mais en fait, c'est marrant». Hem,
Je rigole un peu, mais c'est juste qu'on arrive à je pense qu'au départ, j'avais une vision un peu plus bucolique, du monde agricole et Ouais. que j'ai très, très vite perdue par la réalité du métier. Je trouve que le rapport au corps, il est hyper intéressant. Ah Hem, ouais? je Ouais, enfin, tu découvres des nouveaux mouvements, tu découvres, tu as envie d'améliorer tes gestes pour gagner du temps, tu as envie de faire mieux au quotidien. Hem, Ça, c'est quand même assez génial. Enfin, moi, je pense que j'aurais jamais été cofondatrice du projet Slasher-Cueilleur si j'étais pas passée par la case, redécouverte d'un métier, apprentissage à partir de zéro, se montrer qu'on est capable. Enfin, toute ma question de quête de légitimité et de, «Est-ce que je suis capable de?» Heu, en fait, je me suis tellement pris une claque en rentrant dans le monde agricole que j'avais après je me sentais pousser des ailes, quoi. Enfin, c'est tellement un métier compliqué, tellement qui nécessite tellement de réflexion, qui nécessite, de la force mentale et de la force physique et aussi, une sorte de une gestion de l'humain comme je disais, là tout à l'heure, qu'en fait, on sort de là obligatoirement grandi et après pour n'importe quelle autre expérience, c'est du pain béni, quoi. Tu te sens épanoui, aujourd'hui, tu trouves que ça a été vraiment une source d'épanouissement, Ah mais très clairement, oui, oui. J'avais je déjà en quittant le monde des agences de communication, je me suis ressentie, plus épanouie, ouais. mais en passant, l'étape, à l'étape vraiment, agir, nourrir les gens, connaître, les produits, les saveurs, les transformer, hem, ben, en fait, mon quotidien, il est trop chouette et là, comme j'arrive à l'associer avec un travail, de sensibilisation, de formation, chose pour laquelle j'ai fait une formation, pour laquelle je peux facilement être valorisée dans la société et cetera, bah, évidemment, j'ai le meilleur des 2 mondes, au quotidien, quoi. Bah, trop Donc cool, trop je suis très contente de bon, ce bah, métier. écoute, c'est trop chouette. On va finir là-dessus. Alors en général, je demande toujours, aux invités s'ils ont une actu. Est-ce qu'il y a une actu chez Slasher Cueilleur ou toi même dans ton activité, Et maraîchère? ben, oui, on a plusieurs actus. On a une conférence, qui va faire intervenir plusieurs slasheurs-cueilleurs jeudi 28. C'est des slasheurs-cueilleurs qui sont dans la tech OK. Waouh. et Donc pas qui, donc ont un pied, soit en SEO, soit et qui, en parallèle, ont monté un projet agricole. Cécile, elle est éleveuse de poules, Marc, il est céréalier et maraîcher et dans une ferme florale. Hem et donc voilà, c'est 1 heure d'échange où vous allez pouvoir, découvrir ces hybridations et comment ils gèrent au quotidien leurs 2 agendas. Et puis, et puis après, on a une formation, c'est comment définir un peu son slash de rêve, quelle forme ça peut prendre. C'est un atelier qui est gratuit, qu'on fait en visio. Hem, les prochaines dates sont remplies, en tout cas jusqu'à janvier, mais en janvier, il y aura de la place si vous voulez. bah, trop bien. On vous met, dans tous les cas dans les liens, enfin dans les commentaires en dessous, tous les liens qu'il faut pour pouvoir vous inscrire et c'est trop cool. Bah, moi, j'aimerais bien en participer en janvier, hein, à un Trop de bien. ces événements, ça me parle vachement. Merci beaucoup Lola pour ton temps, c'était ultra intéressant. J'espère que ça aura inspiré, plein de monde. Si on se pose des questions, on peut venir vous voir directement. Comment est-ce qu'on vous contacte? Bien sûr, sur notre site, il y a possibilité de prendre rendez-vous avec nous. On peut faire des accompagnements particuliers. Vous aurez bientôt les dates pour les prochaines formations de 2 jours pour monter sa pluriactivité et puis, si vous cherchez à soutenir l'asso, il y a possibilité évidemment, d'adhérer pour faire, groupe et possibilité de faire un don aussi si vous voulez soutenir la vision du projet et qu'on continue à aller plus loin.
Bah, trop chouette. Merci beaucoup Lola. Moi, je vais vous dire au mois prochain. On se retrouvera pour l'épisode 2 de Vista Podcast avec une ou un nouvel invité. Vous verrez le prochain thème. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut! Super, ciao.